Bonjour à tous, on y va pour la dernière partie, la partie 3 sur les coûts alternatifs. Vous allez voir que les calculs dans cette partie-là sont très différents de ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Il y aura essentiellement des additions, des multiplications, mais en tout cas, il n'y aura plus d'intégrales ni rien du tout. Ok, alors dans cette partie, regardez, en fait, il y aura un chapitre, chapitre 8, sur le coût alternatif, et il y aura, je pense, 8 paragraphes. Chapitre 8, 8 paragraphes. Alors, au début, on va parler de l'approximation des régimes quasi permanents. On verra ce que c'est. Deux réseaux électriques. Ensuite, les différents cas possibles du déphasage. On va définir le déphasage. Ensuite, on parlera de la méthode des nombres complexes. En 5, éléments d'un réseau électrique. 6, association d'impédance. Puissance. 7. Et finalement, on parlera de ce qu'on appelle le circuit RLC série. Alors, question, pourquoi il y a les 4 premiers paragraphes qui sont en couleur et les 4 derniers sont en noir? Bon, je pense que vous avez deviné. Aujourd'hui, ce qui est en couleur, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Les 4 premiers paragraphes. Ensuite, il y aura 2 autres leçons. Une leçon, on étudiera les paragraphes 5 et 6, puis les 7 et 8. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va parler de l'approximation des régimes quasi permanents. Je vois qu'il y a un petit truc qui est resté là. Bon, faites pas attention à ça pour l'instant. Bon, on va considérer un circuit. Voilà, j'ai tracé un circuit quelconque avec 2 points M et M', et il y a un courant I variable qui est en train de parcourir ce circuit. Alors c'est un courant variable dans le temps, c'est pour ça qu'on met I de t, et en toute rigueur, il dépend aussi de la position du point M. Le courant M et en M' en toute rigueur n'est pas tout à fait le même. Alors ce courant, on le prendra sous la forme I0 sinus oméga t, c'est un courant sinusoïdal. Ici, oméga, ben c'est ce qu'on appelle la pulsation, ça vaut 2πf, la fréquence, qui elle-même est égale à 2π sur t, la période. Hein, je vous ai marqué ça ici. La fréquence s'exprime en Hertz, la période c'est en secondes. La période c'est le temps au bout duquel le sinus revient à sa valeur. Hein. Et la pulsation, donc, c'est en radians par seconde. Voilà. Alors, je vous disais qu'en toute rigueur, les courants en M et M' ne sont pas identiques. Oui, parce que le signal se propage de M jusqu'à M'. C'est une onde qui se propage. Comme toute propagation, bah, ça demande un certain temps. Ici, la propagation se fait à la vitesse c, la vitesse de la lumière, hein, les 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc, si j'appelle L la distance entre M et M', typiquement, il faut un temps delta t qui est égal à L sur C, hein, distance sur la vitesse. Il faut ce temps-là pour que, si vous voulez, la situation qui avait lieu en M se retrouve en M'. Il faut ce temps delta t. Mais faisant un calcul rapide, L, si vous voulez, bon, un circuit, c'est de l'ordre du mètre. Hein, c'est 20 cm, 30 cm. Bon, allez, on va dire 1 mètre. C'est, comme je vous ai dit, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, si vous faites le rapport, vous allez trouver un temps delta t qui est de l'ordre de la nanoseconde, 1,6 nanosecondes. Ce qu'on va comparer avec la période du signal, le temps au bout duquel, si vous voulez, la valeur revient identique à elle-même. Alors pour une fréquence de 50 Hz, qui est une fréquence classique, ce que vous avez à la maison, eh bien 1 sur 50, ça fait 0,02 secondes. La période, c'est typiquement de l'ordre de 0,02 secondes. Et vous voyez que donc delta t est complètement négligeable
devant T. Cela veut dire concrètement qu'on peut considérer qu'en tout point du circuit, les courants sont les mêmes. Le courant est le même et c'est cette approximation qu'on appelle l'approximation des régimes quasi permanents, c'est-à-dire qu'on note ARQP, c'est-à-dire que à tout instant, les courants sont identiques. Alors, faisons une photographie, donc à l'instant T, et regardons ce qui se passe sur cet écran. Eh bien, à cet instant-là, on peut considérer que le courant est continu. Je veux dire, il ne bouge pas avec le temps, puisque le temps, il ne bouge pas, c'est à cet instant. Donc, à un instant donné, on peut appliquer toutes les lois d'électrocinétique que nous connaissons. Et ça, c'est très, très important. Tout ce que nous connaissons, la loi d'Ohm, loi de Termes-Thévenin, loi de Kirchhoff, tout ce que vous avez vu sera valable ici, mais pour ce qu'on appelle les valeurs instantanées, à l'instant T. Alors, c'est le petit texte qui est là. Voilà, on le lit ensemble. On considère donc qu'à chaque instant, l'intensité du courant a la même valeur en tous les points d'une branche du circuit. Okay. Dans ce cas, on peut à tout instant appliquer à un régime variable les lois du régime permanent, c'est-à-dire les lois de Kirchhoff, Termes-Thévenin, Termes Danton, etc. Voilà, ça nous aidera beaucoup. On se placera toujours dans l'approximation des régimes quasi permanents dans l'étude des courants alternatifs. Je reviens ici pour le réseau électrique. Vous voyez, quand on avait dit cette chose, quand on a parlé du déphasage phi, le déphasage entre I et U, c'est la différence de phase. Mais ça pose le problème suivant. C'est comme si, par exemple, je vous dis qu'il y a une différence d'âge entre deux personnes de 3 ans. Oui, mais qui est la plus grande? Je veux dire, on peut aussi dire que la différence d'âge est de moins 3 ans. Ça dépend de l'origine. Ici, justement, pour lever toute ambiguïté, pour ce déphasage phi, on est là, on va appeler phi de I par rapport à U, le déphasage de I par rapport à U, et on va appeler phi U sur I, le déphasage de U par rapport à I. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Ça, c'est vraiment important parce que quand on ne précise pas ça, si vous regardez dans les livres, par exemple, ou sur Internet, enfin dans la littérature, vous verrez que ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens, généralement, les gens écrivent phi. Voilà. Mais pour certains, phi, c'est le déphasage de I par rapport à U, alors que pour les autres, phi, c'est le déphasage de U par rapport à I. Alors ça pose un problème, voilà. Parce qu'en fait, les deux sont évidemment égales, mais de signes opposés. Voilà. Donc, quand les uns, par exemple, vont trouver pi sur 4, les autres vont trouver moins pi sur 4. Alors, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Et de façon générale, je vais vous dire, faites attention au texte. Voilà, je vous l'ai même écrit ici. Parce que, vous voyez, par exemple, la tension, tout à l'heure, je vous ai dit, on prend U0 sinus oméga t. Okay. Bon, déjà, pour d'autres personnes, ils prennent U0 cosinus oméga t, pas sinus oméga t. En fait, le sinus et le cosinus, c'est la même chose. C'est juste décalé dans le temps. D'accord? Bon. Premièrement. Deuxièmement, il y a des gens qui, au lieu de prendre U égale U0 sinus oméga t, c'est I qu'ils prennent égal à I0 sinus oméga t et ils cherchent U0. Et donc, voilà, le déphasage va changer. Donc, il suffit de savoir de quoi on parle, il faut regarder précisément de quoi on parle, et on y va, il y aura aucun problème. Alors, justement, pour ce déphasage, quelques cas de déphasage particuliers. On va prendre le premier, c'est quand phi de I par rapport à U est positif.
eh bien, ça veut dire que I est en avance sur E. Vous voyez pourquoi c'était vraiment important de préciser ça? Imaginez que quelqu'un vous dise, voilà, phi est positif. Alors, qui c'est qui est en avance? Bah, on ne sait pas, il faut voir comment phi a été défini. Par contre, si je marque comme ça, phi de I par rapport à E, ça y est, tout est dit. C'est I par rapport à E. Si le déphasage est positif, c'est que I est en avance. Et bien entendu, si phi de I par rapport à U est négative, c'est le contraire. I est en retard de phase sur E. Un autre cas remarquable, c'est quand phi est égal à 0. Bon, là, on dit que I et U sont en phase, c'est-à-dire que I et U ont leur maximum et leur minimum en même temps. Il n'y a pas de décalage dans le temps. Un autre cas remarquable, c'est quand phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Et là, on dit que I et U sont en quadrature de phase. C'est-à-dire là, c'est pendant que l'un est à son maximum ou son minimum, l'autre est nul. Vous voyez, c'est un petit peu décalé. C'est comme sinus et cosinus, si vous voulez. Et un dernier cas remarquable, c'est quand phi est égal à plus ou moins pi. Là, on dit que I et U sont en opposition de phase. C'est-à-dire pendant que l'un est à son maximum, l'autre est à son minimum. Et ils s'annulent tous les deux en même temps. D'accord? Voilà. Je pense à une chose. Il ne faut pas croire que phi a uniquement ces valeurs-là. Bon, phi, bien entendu, peut être égal à pi sur 3 à n'importe quelle valeur intermédiaire. Là, je vous ai marqué simplement les valeurs remarquables de phi. Oui, voilà. Alors, la suite. Oui, on va parler de la méthode des nombres complexes. Nombres complexes, vous avez vu ça l'année. Vous êtes en quelle année? Enfin, vous avez vu ça en terminale, en maths. Euh, En maths, on avait noté i, le nombre tel que i au carré égale moins 1. N'est-ce pas? Eh bien, ce nombre-là, on va pas l'appeler i, parce que i, c'est l'intensité pour nous. On va l'appeler j. Pour nous, ça sera j au carré égale moins 1. Alors, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que les nombres complexes ont à voir avec ce que nous faisons? Eh bien, ce sera juste un artifice de calcul. Ça permettra de simplifier énormément les calculs. On va voir ça. Je vous rappelle que le problème, c'était que au bord d'un dipôle, on applique une tension de la forme U sur sinus oméga t. Et on cherche l'intensité du courant qui traverse le dipôle sous la forme I0 sinus oméga t plus phi. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche I0 et phi. Alors, c'est plus précisément ici, c'est phi de I par rapport à U. J'aurais dû le noter ici. C'est phi de I par rapport à U. Voilà. Alors, pour chercher ça, pour simplifier ça, on a une méthode qui s'appelle la méthode des nombres complexes et qui consiste à associer à la grandeur U0 sinus oméga t, on lui associe le nombre complexe U0 exponentielle j oméga t. Alors les nombres complexes en électricité sont représentés avec une barre dessus. Vous voyez, il y a une barre ici. Et ce n'est pas ce qu'on appelle en maths quand on mettait une barre, c'était quoi? C'était le conjugué. Vous avez un nombre A plus JB, et bien son conjugué A moins JB, on l'écrivait A plus JB avec une barre. D'accord? Bon, ici, non. C'est simplement n'importe quel nombre, lorsqu'il est complexe, on le différencie d'un nombre réel en mettant une barre. Vous vous rappelez ce que c'est exponentielle j oméga t? C'est cosinus oméga t plus j sinus oméga t. Donc ça, c'est la notation exponentielle. Et à une grandeur de la forme I0 sinus oméga t plus phi, eh bien, on associe I0 exponentielle j oméga t plus phi. D'accord?
Ici, par exemple, pour ce nombre complexe-là, vous reconnaissez ce I0 s'appelle le module du nombre complexe I, et oméga t plus phi s'appelle l'argument. D'accord? Donc, il y a le module et l'argument. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Eh bien, on va définir un nombre qu'on va appeler l'impédance complexe. C'est extrêmement important. C'est un point central dans ce cours. C'est l'impédance complexe qu'on va définir par étant z bar. Alors, bar, parce que c'est un nombre complexe. Quand on va parler de z tout court, ce ne sera pas un nombre complexe, c'est un nombre réel. À la différence des maths, vous vous rappelez, les nombres complexes, généralement en maths, on les appelle z. Non, ici z sera un nombre réel, mais z bar sera un nombre complexe, et il est défini comme étant u bar sur i bar. Quel est l'intérêt de ce nombre? Eh bien, on va voir tout de suite. Voyons ce que c'est que j'ai remplacé u bar ici, vous voyez, par u0 exponentielle j oméga t, et i bar par i0 exponentielle j oméga t plus phi. Bon, exponentielle a plus b, c'est exponentielle a exponentielle b, et on simplifie par exponentielle j oméga t. Il nous reste donc u0 sur exponentielle j phi. Autrement dit, c'est u0 sur i0 exponentielle moins j phi. Qu'on peut écrire z, mais sans la barre, z exponentielle j phi. Ce z, c'est ce qu'on appelle, voilà, ce z qui est égal donc à u0 sur i0, s'appelle l'impédance réelle. Et sans unité, vous voyez que c'est des volts sur des ampères, c'est ce qu'on appelle des ohms. Rappelez-vous la loi d'Ohm de l'année dernière, c'était U égale RI. C'est-à-dire que R, c'est égal à U sur I. En courant continu, U sur I représente une résistance. Bon, ici, alors, le rapport U de T sur I de T, bon, c'est quelque chose. Mais la valeur maximale U0 sur I0, eh bien, cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle l'impédance. Ça généralise la notion de résistance. Alors, et ici, voilà, ce qu'on va dire maintenant, ça va vous permettre de comprendre pourquoi c'était si important de définir cette impédance complexe. Eh bien, c'est qu'en vérité, elles contiennent les deux informations cherchées. C'est quoi les deux informations cherchées? Je rappelle, c'était I0 et phi. Phi de I par rapport à U. Hein, on cherchait ces deux grandeurs-là. Eh bien, ces deux grandeurs sont contenues dans Z bar. Vous allez voir pourquoi. D'abord, regardons le module de Z bar. Bon, puisque Z bar égale U bar sur I bar, le module Z bar, c'est module de U bar sur I bar. C'est-à-dire module de U bar sur module de I bar. Le module de U bar, c'est U0. Le module de I bar, c'est I0. Et U0 sur I0, c'est Z. Donc, le module de l'impédance complexe, c'est l'impédance réelle. Et vous voyez que, du coup, j'ai trouvé I0. I0, c'est U0 sur Z. U0, je le connais. Et Z, donc, c'est l'impédance. Voilà, c'est pour ça que c'était important de connaître l'impédance. Si je détermine l'impédance, bon, ben, je détermine I0, premièrement. Oui, enfin, bon, directement, ça, je l'ai ajouté juste pour vous dire que pour déterminer le module de Z bar, on aurait pu directement remplacer Z bar par son expression Z exponentielle moins J phi. Vous savez que le module d'un produit, c'est le produit des modules, et que le module de l'exponentielle moins J phi, c'est 1. Donc, vous trouvez que ce module de Z bar, c'est le module de Z, c'est-à-dire la valeur absolue de Z, c'est-à-dire Z. C'est-à-dire U0 sur I0, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure.
Bon, ça c'est donc une information. Mais alors la deuxième information. Eh bien, pour trouver la deuxième information, il suffit de regarder l'argument de z bar. Oui, c'est quoi l'argument de z bar? On va l'écrire. Argument de z bar, z bar par définition c'est u bar sur i bar. L'argument d'un quotient, eh ben non, c'est pas le quotient des arguments, mais c'est, vous vous rappelez, c'est la différence des arguments, c'est-à-dire ça va nous donner argument de u bar moins argument de i bar. Alors, argument de u bar, c'est quoi? Rappelez-vous, u bar c'était u0 exponentielle j oméga t. Donc l'argument de u bar c'était j oméga t. Et l'argument de i bar c'était j oméga t plus phi. Je vais vous l'écrire. Voilà. Pardon, non, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de j dans l'argument. L'argument, oh là là, u bar c'est u0 j oméga t, exponentielle j oméga t, et donc l'argument de u bar c'est oméga t. Voilà. Donc pour le premier c'est oméga t, pour le second c'est oméga t plus phi. Voilà, vous faites la différence, les oméga t s'en vont, il reste moins phi de i par rapport à u. Donc l'argument de z bar c'est moins phi de i par rapport à u. Alors vous verrez dans la littérature que pour certains l'argument de z bar c'est phi, parce que pour eux phi c'est u par rapport à i. Hein, c'est l'opposé de celui-là. Je vous répète, il faut faire attention. Et voilà notre conclusion, c'est que d'une part, le module de z bar, bon ben, c'est z, c'est u0 sur i0, et que l'argument de z bar, eh ben, c'est moins le déphasage. Voilà. Il faudra déterminer, vous verrez que c'est la première chose qu'on fera, c'est déterminer l'impédance d'un dipôle, l'impédance d'un circuit, et on va en déduire tout ce qu'il nous faudra. Voilà, ben c'est terminé, voilà. Donc c'est terminé. Voilà, vous pouvez revoir cette leçon tranquillement et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.